C'est douloureux à réaliser, mais ça fait au moins 10 ans que je me trompe. Ça fait 10 ans que j'en ai marre de la fiction qui produit du discours sur elle-même, du méta à tous les étages. J'avais détesté Deadpool et en règle générale tous les Marvel à partir du moment où Marvel est devenu un univers étendu. Déjà qu'à la base, je raffole pas des Marvel, mais je voyais vraiment dans Deadpool l'archétype d'un film tourné sur des parkings devant des fonds verts avec que des blagues scabreuses et autoréférentielles, et puis la puissance du marketing qui fait que du jour au lendemain, tout le monde aimait Deadpool, alors que les gens avaient jamais vraiment lu Deadpool. Donc voilà, j'étais un peu bougon, on va dire, sur toutes ces formes comme ça narratives. Pour moi, ça fait bien 10 ans que je pense que le cinéma est mort, a plus rien d'intéressant à raconter. De temps en temps, il y a un film correct qui sort, mais ça veut dire quoi de temps en temps? Je veux dire, à une époque, c'était tous les mois, voire toutes les semaines, qu'il y avait un film intéressant à regarder. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je vais plus vraiment au cinéma, sauf quand ils repassent des classiques. Et bon, je me demandais qu'est-ce qui va pas chez moi. J'avais pas envie de me réfugier derrière les espèces d'auto d'auto-flatterie, New Age à la Krishnamurti. C'est pas un signe de santé que d'être intégré à une société malsaine, même si j'avais une tendance à qualifier, à produire moi-même en fait un discours en méta sur notre époque et les œuvres qu'elle produit, les engouements qu'elle manufacture. Dernier exemple en date, le dernier Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre, qui pour moi un de ses films les plus irregardables et qui, par la puissance du marketing, a été présenté comme un chef-d'œuvre, un film majeur, un film courageux, comme si c'était courageux de présenter les militaires qui reconduisent des illégaux à la frontière comme des gros gogoles style gendarme de Saint-Tropez, mais version tactical avec des AR-15, et les révolutionnaires comme étant forcément gentils, révolutionnaires d'ailleurs qui sont pas du tout raccord avec leur corpus idéologique, c'est des marxistes, mais qui ont pas de problème à dire que Dieu est de leur côté, chercher l'erreur. Bref, en gros, j'étais pas satisfait de ce que je voyais. J'écris des romans. Les romans, c'est difficile aujourd'hui à vendre. Alors, il y a des succès de temps en temps, mais c'est des succès TikTok, la femme de ménage, que j'ai déjà traché sur cette chaîne. Et c'est en écoutant hier soir un live de Ralph et Pierre-Yves Lenoble, dont j'ai découvert les contenus récemment, que j'ai eu des réponses finalement à ce qui me tourmentait et où j'ai pu commencer à considérer que peut-être je faisais fausse route. Alors, qu'est-ce qu'il disait dans ce live qui s'appelait Dégénérescence et décadence? En gros, pour résumer les termes rapidement dans leur définition, le dégénéré, c'est celui qui a une colonne vertébrale qui est issue d'une tradition, mais qui qui la transgresse et s'en éloigne selon ses besoins et ses désirs, mais qui va pas éviter à s'en revendiquer. Pensez à tous les tartuffes qui se revendiquent à la fois d'une religion et qui vont transgresser tous les interdits de cette religion dès qu'ils en ont l'occasion. Et le décadent, c'est celui qui n'a pas de colonne vertébrale morale, idéologique, symbolique, esthétique, et qui est juste comme ça dans la réinvention permanente de tout, dans l'individu déifié qui fait ce qu'il veut, qui manufacture sa propre réalité. La loi de l'attraction, pense-le très fort et tu auras tout ce que tu veux. Et finalement, ils avaient l'honnêteté dans ce live de dire qu'ils eux-mêmes avaient finalement des deux traits. Et Ralph disait que le roman était une forme finalement apportée par la modernité dans une forme de décadence. C'est vrai que l'art à la période traditionnelle est forcément religieux, est forcément sacerdotal. L'art vise à l'élévation de l'âme et on ne signe pas les œuvres, tant de chefs-d'œuvre architecturaux, picturaux, qui ne sont juste simplement pas signés quand c'est pas des textes mystiques anonymes. J'ai dans cette bibliothèque les récits d'un pèlerin russe, très très grand texte, j'allais dire roman, très très grand roman métaphysique, très très grand texte initiatique, qui n'est pas signé, voilà, qui est anonyme. Or, moi je suis né au XXe siècle, le XXe siècle c'était l'époque moderne, finalement j'ai connu la transition entre le moderne et le postmoderne, peut-être même que je suis né après, ça dépend où on fixe l'apparition du postmoderne, mais c'est le monde de la pop star, de l'œuvre signée, et typiquement le roman avec l'auteur, voire la figure du grand écrivain, c'était des formes artistiques qui sont issues de cette période
justement d'individualisme permis par le progrès technique, permis par, on va dire, une forme d'abondance économique, de sécurité, de maîtrise de la technique, qui fait que dans un monde sécularisé, où les gens croient plus vraiment en Dieu, et à la limite, ils peuvent faire des romans, des grands romans, pour dire qu'ils en souffrent et que ça leur manque. Hein. Je pense notamment à l'œuvre de Houellebecq, à la magnifique conclusion de Sérotonine sur le message du Christ. Enfin bref, en gros, voilà, je suis né dans cette fenêtre historique où, eh bien, le roman nous donne à entrer. D'ailleurs, c'est aussi le sujet de l'intro cette fois-ci de Soumission de Houellebecq. Le roman nous donne à entrer dans l'univers mental, esthétique, émotionnel, sensible de l'auteur, du personnage, et de vivre comme ça, de coexister avec lui, de dialoguer avec lui tout au long d'un certain nombre de pages qui peuvent prendre bien des jours, et plutôt même des jours de lecture en heures cumulées, parce qu'on n'a pas tous le luxe de pouvoir lire un livre d'un coup. Et moi, j'aimais ce format, j'aimais cette digestion, j'aimais cette immersion profonde dans, on va dire, un personnage, un univers, une histoire. D'ailleurs, j'aimais pas les Marvel récents, parce que les Marvel de mon enfance au cinéma, c'était les X-Men de Bryan Singer, c'était le Spider-Man de Sam Raimi, et c'était toujours les mêmes X-Men, toujours le même Spider-Man qui évoluait au fur et à mesure des aventures, mais avec une esthétique qui restait cohérente. Il y avait une continuité dans l'évolution de ces histoires. À chaque fois, c'était une nouvelle histoire, etc. Mais je trouvais que ça se laissait regarder. Et donc, je comprenais pas, ces univers étendus, ces métaverses. Je comprenais pas cette tendance qu'ont les films aujourd'hui à produire du discours sur eux-mêmes, le personnage qui regarde la caméra, qui dit ce qu'il pense de l'intrigue. En gros, je suis conscient d'être dans une intrigue et je suis conscient d'être conscient. Voilà, et j'ironise là-dessus. Je trouvais, à titre personnel, que l'ironie nous tue. Hein. Je veux dire, moi, quand je passe des soirées avec des postes modernes jusqu'au bout des ongles, il y a ce côté de rien n'est sérieux. Et moi, je continue de croire que pour faire l'expérience, quelle qu'elle soit, l'expérience physique, incarnée, l'expérience mystique, ça demande une immersion corps et âme sur du temps long, en fait. Typiquement, ça m'arrangeait bien, en fait, le format roman, parce que écrire une histoire longue, un roman, c'était s'immerger longtemps, et finalement, une fois que c'était fini, on pouvait toujours le donner au lecteur pouvait toujours se l'approprier, mais il n'avait pas été comme ça dans ce voyage entrepris, souvent douloureux, de l'écrivain qui, pendant un certain temps, était maître de son royaume fictif, de son monde, et en était le propriétaire, le seul propriétaire, en fait. Voilà, ce rôle de démiurge, ça m'allait bien, mais ça semble ne pas correspondre au monde moderne, enfin post-moderne dans lequel on vit. Et c'est ce que j'ai fini par piger en écoutant ce live que je te recommande d'aller écouter si tu as la curiosité. Il est un peu long, mais encore une fois, moi j'aime les contenus longs, j'aime prendre le temps d'entrer, de m'immerger, de laisser la pensée fleurir. Et finalement, en fait, je me rends compte que alors peut-être que les métaverses, les trucs comme ça, ne sont pas on va dire, une décision consciente des studios hollywoodiens qui se disent quelle serait la forme d'art à donner à un monde postmoderne aujourd'hui. Mais en tout cas, ils ont un certain succès. Et d'ailleurs, moi, j'attribuais ce succès au good enough. Hein. On se rend compte aujourd'hui avec les trucs générés par IA qu'il n'y a pas besoin de qualité pour vendre aux gens. Il suffit juste en fait de payer de la pub, de les matraquer et de jouer sur un certain nombre de leviers qui font monter le désir, notamment les superlatifs, hein, génial, extraordinaire, formidable, la preuve sociable, lapsus intéressant, la preuve sociale de marquer génial, extraordinaire, formidable, signé Le Monde, Figaro, etc. Donc en plus de valider comme ça par des trucs, mais bon, tout ça me semblait creux. Mais finalement, quand j'y pense aujourd'hui, je pense que ça participe d'une façon de consommer la fiction qui correspond à mes contemporains. Hein. Il y a l'idée de vivre des expériences, de se mettre dans des modalités émotionnelles qui durent pas trop longtemps. Et en fait, je pense que les gens continuent d'aller voir les Avengers et les nouveaux Spider-Man, même si d'un film sur l'autre, c'est pas filmé pareil, les acteurs changent, les règles des univers qu'ils vont voir changent. Mais finalement, je me retrouve 1h30, 2h30 dans la peau de Superman, et ça va pas plus loin. Voilà, il y a l'idée de l'escape game. Je peux jouer à Sherlock Holmes, je peux jouer à Fort Boyard comme ça pendant 1 heure, 2 heures. J'ai vécu une expérience, je me suis mis dans les conditions, on va dire, émotionnelles, dans les états de conscience. J'ai goûté aux états de conscience que sont de mener une enquête ou quoi. Et puis je sors, je retourne à ma vie et j'ai quelque part la conscience que ma vie, ça n'est pas Sherlock Holmes.
ma vie, ça n'est pas Fort Boyard, ma vie, ça n'est pas plonger pour découvrir l'Atlantide, etc. J'accepte comme ça de jouer le jeu, je suis conscient que c'est un jeu, mais je joue plus ou moins le jeu, je m'immerge plus ou moins dedans le temps que ça dure, et quand c'est fini, je retourne à ce monde, et ce monde qui est complexe, qui est, on va dire, multicanaux, et qui nécessite que finalement tout le monde comprenne des règles du jeu de différents univers interconnectés, qui favorise une forme de discours méta. Et finalement, pour ne pas devenir fou, il y a besoin d'un peu d'ironie là-dessus, ou de déni. Tout le contraire finalement de ce que voulait nous donner à vivre la littérature moderne, qui était justement de nous montrer notre déni, de montrer l'immontrable. Eh bien aujourd'hui, ça n'a pas forcément une aussi grande fonction de montrer l'immontrable, parce que peut-être que pour fonctionner dans une société telle celle dans laquelle on vit, encore une fois, c'est pas un discours la société, mais prenons par exemple ne serait-ce que la compétition narcissique. À l'époque, vous étiez en compétition narcissique au sein d'un écosystème finalement assez clos. Hein, vous allez compétition, qui serait la star du lycée, de la fac, du bureau, etc. Aujourd'hui, la compétition narcissique via notamment tous les réseaux sociaux est internationalisée. Et tout le monde se compare, en termes de vues, d'attraction, de choses comme ça. Et ça change complètement la donne. Et je prends l'exemple de la compétition narcissique pour rester finalement politiquement correct, parce que quid de la compétition économique? Hein, il y avait eu cette étude, cette enquête d'opinion sur est-ce que les populations étaient favorables aux IA. Alors, au-delà des 50%, retrouver la Chine en 1, l'Arabie Saoudite en 2, histoire de Néom. Mais après, on n'avait que des pays jeunes qui ont un début d'accès à la classe moyenne et qui se disent, mais attends, aujourd'hui, ce qui paye, c'est le secteur tertiaire, j'ai fait des études, est-ce que je prendrais pas de l'argent et j'accéderai pas au mode de vie des Occidentaux, des pays riches, depuis chez moi en télétravail? Et finalement, qui on retrouve sous la barre des 50%? Eh bien, les pays occidentaux, les pays riches, les pays à la démographie vieillissante, qui, eux, aujourd'hui, on va dire, sont surpayés pour faire du Excel, mais qui peut-être demain, via l'avènement d'IA, on va dire, qui aurait le niveau de capacité suffisante pour faire ce travail-là, subirait une correction des marchés à leur défaveur. Voilà. Finalement, l'histoire de la modernité, l'histoire du roman nous intéresse aussi parce qu'on a vécu, en tout cas moi, dans une fenêtre civilisationnelle où on pouvait bénéficier de temps libre, de loisirs, temps libre pour la lecture, lecture pour se cultiver, etc. Ce qui n'était pas le cas pour toutes les sociétés. Et aujourd'hui, qui voit, on va dire, une fenêtre, une opportunité de s'élever socio-économiquement, dans un monde de toute façon où la compétition est complètement internationalisée, où ils auront juste à choisir où ils iront passer leurs vacances, ça se comprend totalement qu'ils soient chauds, on va dire, de l'arrivée d'IA. C'est des peuples jeunes, c'est des peuples qui en veulent, et finalement les théoriciens et les architectes de la postmodernité que sont nos pays, on va dire, vieillissants, sentent que le monstre leur échappe et qu'ils ont peut-être pas la place, en tout cas leur place, au sens civilisationnel, j'entends, hein, je parle pas des individus, au sens groupal, ils ont peut-être pas leur place dans ce monde qu'ils ont appelé de leur vœu. Voilà encore une petite ironie hegelienne qui fait toujours plaisir à constater, et si on aime les plaisirs intellectuels, parce qu'il y a des gens que ça empêche de dormir. Et donc je me suis dit, finalement, est-ce que les formes qu'on a aujourd'hui sont pas des formes parfaitement adaptées à notre époque, sans avoir besoin moi-même de produire un discours critique dessus? Je pense que la pensée d'élite, le fait de prendre son temps, de connaître ses classiques, de connaître ses fondamentaux, sera toujours, on va dire, un avantage. Je pense qu'il y a certains secteurs dans lesquels investir, si on prend un point de vue de moderne, voire de postmoderne, dans lesquels investir ne sera jamais une perte, ne serait-ce que parce que, dans un monde complexe, savoir réfléchir, c'est plutôt utile, et savoir réfléchir, qu'est-ce qui a permis à l'humanité d'apprendre à réfléchir pendant des centaines, des milliers d'années? C'est les classiques. Hein. J'entends par là, les textes révélés, le corpus de la philosophie traditionnelle, les mythologies, en gros, les sujets qu'abordent les deux youtubeurs dont j'ai parlé à longueur de live et de contenu, et que j'aime beaucoup écouter. Rien ne remplace ça, de même que peu de choses remplacent l'exercice physique en termes de maintien de la santé et de la longévité, même si on trouvera toujours des datas pour dire non, on te fait les bonnes injections, des bons produits, les bonnes transfusions au bon moment et les bonnes chirurgies, et tu continueras à faire des concerts de rock'n'roll jusqu'à tes 90 ans.
pourquoi pas, hein, c'est aussi ce qui est en train d'arriver. Dans tous les cas, c'est un peu difficile pour moi à considérer tout ça parce que je suis un moderne, certainement, nostalgique d'une époque traditionnelle, d'une époque où, eh bien, le but finalement ultime était une forme d'élévation de l'âme qui passait avant l'efficacité socio-économique. J'ai rien contre l'efficacité socio-économique. Enfin, je veux dire, je fais des vidéos où je freestyle sur YouTube face à mon téléphone, même si j'ai moins d'abonnés que Squeezie. N'empêche que je suis, on va dire, dans le haut du panier des gens qui sont efficaces socio-économiquement à parler devant une caméra. Voilà, je suis peut-être dans le top 1% de la population française dans la création de contenu, en dépit de, eh bien, la modeste taille de ma chaîne YouTube. Donc, je veux dire, je pourrais me dire, je fais partie des winners, mais justement, la morale voudrait qu'on recherche la vérité avant, eh bien, son intérêt personnel, ou en tout cas qu'on préfère la vérité au moment de son intérêt personnel. C'est bien sûr un idéal, je te dis pas que je préférerais toujours la vérité à mon intérêt personnel, je dis juste que cet idéal est une force qui nourrit, qui inspire l'individu, qui le pousse à se transcender. Encore une fois, je pense pas qu'il y ait de transcendance sans temps long. Voilà, sans immersion profonde de tout son être. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez des gourous qui vous vendent du temps long et de l'immersion de tout leur être et qui en fait prennent votre pognon et votre attention. Mais si vous creusez un peu sur leur vie, vous vous rendez vite compte en fait qu'ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Voilà, ils ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. Faites attention à ça. Je prêche moi-même des choses sur cette chaîne YouTube. L'avantage peut-être, c'est que vous n'êtes pas encore assez à m'écouter pour qu'on puisse me qualifier de gourou. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que rien ne remplace le fait de s'adonner complètement à l'expérience. Mais le fait est que la tradition, c'est on choisit pour toi dans quelle expérience tu vas t'immerger. La modernité, c'est l'émergence on va dire, d'un environnement où règne le nihilisme, mais où l'individu peut choisir sa transcendance et donc choisir l'expérience dans laquelle il va s'immerger corps et âme, et ça va donner eh bien de nombreux chefs-d'œuvre artistiques, quel que soit le domaine. Hein. Je me sentais proche de Martin Scorsese quand il critiquait les Marvel, j'étais d'accord avec lui. Scorsese est un produit justement de la modernité, et je pense que voilà, des films comme Casino, des films de 3h30 tournés en pellicule aujourd'hui et qui disent des vérités profondes sur la nature humaine, qui essaient en gros d'englober l'expérience humaine dans une histoire, n'ont peut-être plus le succès. Aujourd'hui, on veut des vibes, on veut des vignettes, on veut des mèmes, on veut des ambiances dans lesquelles on peut rapidement s'immerger et dont on peut sortir sans heurts, en fait, sans séquelles psychologiques, sans que ça ait trop bouleversé notre vision du monde. Je trouve ça dommage que j'ai eu ce comportement consommateur étant plus jeune, mais aujourd'hui, quand je donne de mon temps à une œuvre et de mon attention, j'espère justement qu'elle me fera bouger. Et c'est vrai que je bouge plus aujourd'hui dans mes perceptions en regardant des podcasts comme celui de Ralph et Pierre-Yves Lenoble, Dégénérescence et Décadence, de me rendre compte que finalement, j'ai eu beau grogner pendant 10 ans sur certaines nouvelles formes artistiques, le fait est qu'elles s'imposent, c'est elles qui gagnent. Et ça dit quelque chose, et je pense que quand on a envie d'exprimer, de matérialiser, moi je vois vraiment le créateur comme un artisan, quelqu'un qui façonne une matière immatérielle qui va être le traitement de texte, les caractères, mais jusqu'à faire advenir, jusqu'à matérialiser une œuvre. On doit peut-être réfléchir à tout ça et tenir compte de l'évolution, voilà, l'évolution technologique, l'évolution sociétale qui nous entoure, ou alors on se met dans sa tour d'ivoire et on continue d'écrire des romans et de se dire ouais mais les gens sont pas assez fins pour apprécier le roman. Ce qui est peut-être vrai en fait, hein. Le sophisme de l'époque, c'est de vous dire il y a que le succès commercial et critique, sachant que les deux peuvent s'acheter, qui atteste de la validité d'une œuvre. C'est pas forcément vrai. Encore une fois, c'est vrai dans beaucoup de cas, mais c'est pas vrai dans tous les cas. Et c'était déjà le cas à l'époque moderne. Hein. Je veux dire, Proust a dû s'auto-éditer. Ouais, j'ai sorti ça une soirée. Il y a un mec qui m'a dit ah ouais, toi tu te compares à Proust comme ça. Pourquoi pas? Après tout. Proust a bien commencé quelque part, eh bien on a tous commencé quelque part, et le Goth avant tout, avant d'être le Goth, a été eh bien un étudiant laborieux de son art.
Donc oui, je me mets plus volontiers dans le même panier que Proust, que dans ces gens qui ont eu des vies inintéressantes et qui écrivent leurs mémoires et ensuite qui essaient de te les fourguer comme ça. Non, non, je me sens beaucoup plus proche des grands écrivains du 19e, du 20e, et je me pose la question justement de qu'est-ce qu'être écrivain au 21e. Je veux pas renoncer à écrire des romans, très clairement, parce que c'est avant tout le plus beau cadeau que je peux me faire à moi-même en fait. L'évolution cellulaire qu'entraîne l'écriture sur un temps long d'une seule histoire, en encaissant toutes ces frictions, toutes les souffrances, tous les doutes, toutes les incertitudes, sont une forme de forge dans laquelle eh bien on peut polir, on va dire, qui on est tout simplement. Moi j'aime bien cette vision d'ailleurs qui est aussi une invention fictive, hein, le Bushido, faudra que je fasse une vidéo dessus, mais est une invention du XXe siècle, une espèce de patchwork mythologique réalisé par un japonais né à l'étranger, un métis japonais né à l'étranger, Inaso Nitobe. Mais voilà, j'aime bien, l'idée me plaît, elle n'a pas forcément à être vraie, elle contredit même une autre partie de mes croyances, hein, qui est que le geste juste à un endroit ne demande pas tant d'efforts que ça, mais en tout cas les efforts et la violence auto-imposée de l'écriture me pousse plus loin dans ma vie, et ça me rémunère profondément. Mais j'ai aussi envie eh bien, de diffuser plus ce que je fais, de toucher un plus large public que celui qui me suit aujourd'hui et que je remercie vraiment du fond du cœur. Et à ce titre-là, je me pose des questions eh bien, de format. Est-ce qu'il ne faut pas faire voler en éclats tout ce qu'on pensait admis jusque-là? Est-ce qu'un roman, c'est forcément 50 000 mots? Est-ce que ça peut pas être moins? Est-ce que la novella a pas plus d'avenir, hein? Je pense à Trom Novelle de Arthur Schnitzer qui a été adapté en Eyes Wide Shut par Kubrick. Voilà, c'est court, mais c'est mémorable quand on le lit, et entre les mains de Stanley Kubrick, ça donne un chef-d'œuvre intemporel qui se bonifie finalement comme du bon vin des décennies après être sorti. Tout ça est intéressant, donc voilà, ne faut-il pas faire descendre justement la littérature de la modernité, ou la propulser plutôt dans la postmodernité, accepter le côté court, le côté fugace, accepter finalement qu'on est là comme entertainers et qu'on touchera les gens. Finalement, c'est indépendant de notre volonté, de comment on va toucher les gens. On peut juste faire l'effort de faire du mieux possible, d'avoir quelque chose de qualitatif, mais la réception, la temporalité et la magnitude des phénomènes qu'on impulse, et là, c'est la réception d'une œuvre littéraire, finalement, on n'a aucun contrôle dessus, donc autant se détendre. Enfin, en tout cas, ça m'a apporté, voilà, c'est toujours un peu dur de se dire, j'ai été crispé pendant 10 ans, ça m'a empêché d'être fluide, d'être considéré peut-être de nouvelles formes, de nouvelles modalités d'expression, de nouveaux canaux de distribution. C'est toujours un peu douloureux de se dire j'ai été trop rigide, j'ai pas été assez adaptable. Mais une fois ce constat fait, justement, je reprends de la légèreté, je reprends de la joie, et ça recanalise une partie de mon inspiration. Voilà, connaîtra-t-on à l'époque, c'est marrant, aujourd'hui j'ai encore eu, non, c'est la première fois que j'ai eu, mais j'ai eu un litige sur Airbnb avec quelqu'un qui m'avait loué un bien et qui m'a mis un commentaire que je trouvais injuste. Voilà, le monde de la notation, le monde impersonnel où on interagit à travers des interfaces sans se voir directement, sans discuter, où finalement il y a toujours un médiateur anonyme qui est là quand on parle pas le même langage et qu'on partage pas les mêmes présupposés. Ce monde-là, c'est pas le monde de Moravia, c'est pas le monde du mépris où on est payé pour aller écrire une adaptation de l'Odyssée à Capri. C'est pas ce monde du XXe siècle, en fait, tout simplement. On continue de réfléchir le monde, et là je dis on, j'inclus tout le monde. Moi je parle de littérature, mais écoutez un peu les débats politiques où on en est encore à poser des questions droite-gauche. Est-ce que ce qui permettra de relever les enjeux politiques d'aujourd'hui et de demain, c'est vraiment une distinction gauche-droite? Je suis pas sûr. Donc voilà, la pensée finalement la pensée collective a toujours un temps de retard sur le réel. On n'est plus dans l'époque de la modernité. On est dans cette post-modernité où finalement plus rien n'a de sens, vu qu'on est conscient que tout est un vecteur de sens, et qui dit vecteur dit quelque chose manufacturé par l'être humain. Il n'y a plus cette magie et cette innocence des débuts. On en est là, voilà. On produit du discours sur nous-mêmes, on produit du discours sur le monde. Je pense qu'on produit trop de discours.
sur nous-mêmes et sur le monde, et que ça nous coupe à un endroit de l'expérience. Mais c'est pas grave, car on trouvera toujours des formations, des e-books, des choses comme ça, des vidéos YouTube pour nous expliquer comment arrêter de produire du discours sur le monde et enfin vivre l'expérience. Et bien sûr, pour nous vendre ça, on aura produit du discours et on nous aura aidé à nous couper un peu plus de l'expérience. L'expérience, c'est quelque chose de profondément individuel par définition, même si c'est all-encompassing, on dirait, ça englobe l'ensemble de la réalité, hein, c'est au-delà de l'intellect, de la cognition froide, du mental, et peut-être que c'est en allant avec le flow, c'est en vivant avec son temps, c'est en adaptant ses formes à l'époque qu'on donne une chance, parce que finalement, qu'est-ce qu'on est, nous créateurs, sinon des gens qui donnons des chances. On se donne d'abord une chance à nous-mêmes via notre praxis, le fait que, comme un boxeur qui va tous les jours aller à l'entraînement, même s'il a des douleurs, même s'il a des courbatures, etc., qui va se transcender, nous on va devoir faire preuve de continuité, comme ça, d'assiduité pour pouvoir aboutir. À travers ça, on se donne une chance à nous-mêmes de faire l'expérience, et l'objet qui en ressort finalement, qu'on appelle l'œuvre, donne une chance à ceux qui la contemplent, de faire l'expérience. Je pense qu'il faut pas être trop ambitieux. Beaucoup de gens ne feront pas l'expérience. L'essentiel, encore une fois, si une seule personne a fait l'expérience, ça en valait le coup. Voilà, donc comment concilier finalement ma vision, euh, on va dire plus classique, sans regretter le passé. Bien sûr, je regrette le passé, hein. Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est Conan le barbare de Robert Howard. C'est écrit dans un niveau d'anglais aujourd'hui qui semblerait presque shakespearien. C'est magnifique, c'est épique, et c'était le divertissement des prolétaires, hein. Les gens qui allaient bosser, qui prenaient le train le matin, ils achetaient des petites revues à 10 centimes dans lesquelles il y avait les aventures de Conan et de Solomon Kane, et c'était ça leur entertainment. Bon, prends le train à 6 heures du mat', tu verras pas beaucoup de gens lire Conan ou Solomon Kane, tu verras du TikTok, tu verras des trucs comme ça. Donc oui, il y a une part de moi qui regrette des temps d'avant que j'ai pas connus, c'est clair, je l'assume, je le dis. Mais bon, on vit dans le monde post, on vit dans le monde, voilà, où les expériences sont interchangeables, où elles prolifèrent, donc elles doivent se battre pour retenir notre attention et capter notre pognon. Et aujourd'hui, est-ce qu'on produit, on va dire, indépendamment de ça, en s'en foutant et en prenant le risque finalement de produire dans une cave, d'être un ermite, ou est-ce qu'on essaie d'intégrer ça dans notre algorithme de flow de travail? Ça me semble intéressant, ça ouvre des perspectives. Peut-être faut-il changer quelque chose au format. J'ai tenté des trucs, hein, j'ai tenté de faire de l'audio sur une nouvelle qui est longue comme un film en plusieurs épisodes, mais finalement, là, ouais, de me rapprocher de la série télé, c'est peut-être pas encore assez extrême comme façon de faire. Je vais éternuer. Et dommage, ça arrive à la fin de la vidéo, donc je vais pas retourner tout ce que j'ai dit. C'est pas grave, on gardera ça au montage. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et mes réflexions, mes élucubrations jusqu'au bout. Si ça t'a plu, bien sûr, n'hésite pas à liker, commenter, l'envoyer à quelqu'un qui produit un discours peut-être un peu plus qualitatif sur la réalité que ce que la lecture des newsfeeds lui dit de produire. Et puis moi je te dis à bientôt. Je sais pas quand je vais revenir sur cette chaîne, heureusement. Ça c'est un bon lapsus aussi. En ce moment, je suis pas mal pris de ci et de là. J'ai moins de temps pour faire vivre cette chaîne. Là, c'était spontané comme ça. Je branche la caméra, j'improvise. J'ai même pas écrit ce que j'allais dire. Donc voilà, j'espère que ça fera sens. J'espère que ça te parlera, que ça touchera en toi une corde. En tout cas, si toi aussi t'as été bloqué comme ça dans une boucle de rejet de l'époque, je dis pas qu'il faut jeter son rejet. Je dis qu'il faut le synthétiser, hein. Moi, je suis toujours sur ça, assez hegelien, hein. Il y a la thèse, il y a l'antithèse. Ensuite, il faut produire une synthèse. Et la synthèse, je pense, ne passera pas par produire du discours sur l'époque, vu que l'époque est déjà championne de produire du discours sur elle-même. Comment synthétiser justement ça, l'acceptation de la mutation et de l'évolution des formes, et la nostalgie d'un temps qui n'existe plus. Je pense que voilà, il reste un boulevard, quelque chose à inventer, à réinventer, peut-être parce qu'on n'inventera pas la roue, mais qui permettent de garder l'esprit de la littérature intact,
dans une période qui se fiche de la littérature. Voilà, c'est peut-être voilà, c'est d'abord la nuit noire de l'âme de réaliser que je me suis égaré en ne considérant que mes préférences indépendamment de la réalité pendant X temps, et ensuite se pose la question bien de comment on transcende, comment on synthétise, comment on métabolise, comment on alchimise tout ça. Et ma foi, si j'ai la réponse, je sais pas si j'en ferai une vidéo dessus parce que ça vaudra des milliards et que j'ai quand même bien sûr envie de drifter en Bugatti à Dubaï. Merci de m'avoir regardé. Je te dis à quand, je sais pas, mais c'est pas la fin de cette chaîne. Et d'ici là, prends soin de toi.